Bonjour à tous, bienvenue donc dans ce nouveau mardi de la CIA. Vous voyez que ça marche aujourd'hui, on a pris beaucoup de précautions pour que les problèmes techniques qu'on a pu connaître la saison précédente ne se reproduisent pas. Donc merci beaucoup à l'équipe qui organise ces visioconférences. On va donner quelques minutes aux personnes qui se connectent un petit peu en retard, qui terminent leur visite pour se connecter. On commencera dans 2 minutes, donc restez bien en ligne pour écouter la conférence d'Anka Petre, qui nous fait le grand plaisir de venir nous parler de blockchain. Encore 2 petites minutes d'attente. Ok, bon, allez, j'en ai marre d'attendre. On va commencer. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle session des mardis de la Commission Intelligence Artificielle. Donc, on reprend cette année avec Anka Petre, que j'ai découvert grâce à un article qu'elle a publié sur le thème de la blockchain dans la revue Médecine Science. Donc, on s'éloigne un tout petit peu de l'intelligence artificielle, mais on reste quand même dans le domaine du numérique et de la santé. Anka a une double formation de pharmacienne et de management à Saclay et à l'INSEC, c'est ça? Et puis, elle a fondé une société qui s'appelle 23 Consulting, société de veille technologique et de conseil en santé. Et elle a réalisé elle réalise, je ne sais pas si elle est déjà terminée, une thèse sur la technologie de la blockchain en santé. Donc, comme moi, probablement, vous avez entendu parler de blockchain, notamment pour les monnaies virtuelles. Mais c'est une technologie qui a beaucoup plus d'applications potentielles que juste les monnaies et qui a potentiellement des applications en santé, qui a soulevé pas mal d'espoir, mais peut-être aussi des désillusions. Et je crois que c'est de tout ça dont va nous parler Anka. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. On est très honorés de pouvoir vous écouter aujourd'hui. Pour le public, donc je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat. Et je m'efforcerai de les relayer auprès de notre oratrice à la fin de son intervention. Voilà, je vous laisse la parole et merci encore pour votre présence aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup, Monsieur Schilebert, pour l'invitation. Je suis ravie d'être là et de vous parler effectivement aujourd'hui de la blockchain en santé pour décider ensemble si c'est aujourd'hui une technologie d'avenir ou si c'est plutôt une grande déception, puisque nombreux sont ceux qui ont annoncé la fin de la blockchain, notamment à la suite de la crise sanitaire, puisque pour certains, elle n'a servi à rien et continue à ne servir à pas grand-chose. Donc, on va essayer de décrypter ce qu'est la blockchain, comment elle est utilisée aujourd'hui et répondre à cette question, est-ce que cette technologie a réellement un avenir dans la santé? Avant de parler d'aujourd'hui, je vais remonter un petit peu dans le temps. Je vais surtout remonter aux 2 années qui se sont écoulées, aux années de la crise Covid, où vous avez certainement vu apparaître des titres de presse qui faisait référence à un nombre de décès, à des éléments qui semblaient indiquer que certains gouvernements, certaines entreprises faisaient soit des faux certificats de décès, soit présentaient des données qui étaient inexactes, soit mentaient sur les chiffres officiels de la pandémie. Bref, il y a énormément d'informations qui ont été communiquées et qui ont peut-être soulever un doute. Est-ce que les informations qu'on nous fournit sur la crise sanitaire sont des informations qui sont vraies ou est-ce que ces informations sont manipulées? Ce discours, vous l'avez entendu certainement en France, mais c'est un discours qui a été porté dans plein d'autres pays dans le monde. Des citoyens un peu partout se sont posé ces questions. Est-ce que les données Covid sont manipulées ou est-ce qu'on nous communique bien la réalité des choses?
Ce phénomène a pris énormément d'ampleur dans un pays en particulier, ce sont les États-Unis, où les citoyens américains ne faisaient plus tout à fait confiance aux données qui étaient fournies par le gouvernement, notamment aux données d'hospitalisation, combien de personnes étaient en réa, combien de personnes étaient tombées malades, etc., etc. Ces données, initialement, étaient publiées par le CDC, qui faisait un petit peu comme on avait l'habitude de voir en France, un point quotidien sur les chiffres principaux qui reflétaient l'état de la situation. Mais ces données étaient remises en question assez régulièrement. Ce qui s'est passé, c'est que finalement, ce n'est plus le CDC qui a communiqué ces chiffres, c'est, on va dire, l'équivalent du ministère de la Santé américain qui a pris le relais et qui s'est fait un peu porte-parole pour communiquer les chiffres actualisés tous les jours. Sauf que pour ne pas répéter les mêmes erreurs que le CDC et pour instaurer un petit peu plus de confiance, ils ont fait les choses différemment. Le Health and Human Services, qui est l'entité qui publiait les chiffres, a créé ce type de dashboard que vous voyez devant vous, qui est un dashboard qui a été créé dans plein de pays différents. Vous en avez certainement vu des déclinaisons. En réalité, ce qui se passait derrière, c'est que le HHS recevait les données de plein d'hôpitaux aux États-Unis, les agrégeait et ensuite les publiait, les diffusait via cette plateforme que vous voyez ici. Mais pour garantir la traçabilité de ces informations et pour garantir aux citoyens américains que ces données entre l'hôpital et l'État n'étaient pas manipulées, n'étaient pas falsifiées, ces données étaient tracées via une blockchain. Et ce que dit la personne qui a été en charge de mettre en place ce projet, c'est que nous avons créé HHS Protect, qui est la plateforme que je vous ai montrée, pour montrer aux citoyens comment les données ont été générées. En d'autres termes, aux États-Unis, ils ont utilisé la blockchain pour permettre de tracer les données et d'en connaître la provenance, de sorte que n'importe quel citoyen pouvait être rassuré sur le fait que les données qui étaient fournies via cette plateforme n'avaient à aucun moment été manipulées, falsifiées, modifiées pour essayer soit de gonfler les chiffres, soit de minimiser l'impact de la crise. Il pouvait être sûr que grâce à cette technologie que l'on appelle la blockchain, on pouvait garantir ce qu'on appelle l'intégrité des données dans le temps, c'est-à-dire garantir qu'une fois qu'elles ont été produites dans les hôpitaux, ces données n'ont jamais été modifiées puisque cela est traçable et cela est un peu gravé dans le marbre. Voilà un exemple très récent d'utilisation de la blockchain à très grande échelle. Mais cela nous amène à une question à laquelle je n'ai pas encore répondu, c'est pourquoi la blockchain en santé? Aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans qu'on parle de la blockchain en santé. Et on en a tellement parlé que j'ai fait le constat récemment que finalement, plus personne n'ose aujourd'hui poser cette question, mais qu'est-ce que c'est que la blockchain et pourquoi on s'en sert? Vous savez, c'est un petit peu quand vous rencontrez une personne, vous la rencontrez 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et en fait, vous vous rendez compte que vous ne savez toujours pas comment elle s'appelle, et ben, au bout de la 5e rencontre, vous n'osez plus demander parce que vous dites que ça ne se fait plus trop. Et bien, la blockchain, c'est pareil, vous en avez tellement entendu parler qu'aujourd'hui, plus personne n'ose dire, mais en fait, j'y comprends rien, et j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est que cette technologie et pourquoi on s'en sert. Donc, je vais anticiper un petit peu ces demandes et répondre à cette question. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est que la blockchain en santé, mais surtout, pourquoi est-ce qu'on s'en sert dans la santé et à quoi ça sert réellement? La raison pour laquelle on utilise la blockchain en santé, c'est parce que plusieurs acteurs doivent partager des informations qui sont sensibles et qu'aucun d'entre eux ne peut en garantir l'intégrité. Alors, derrière cette phrase un petit peu barbare se cachent plusieurs notions. Tout d'abord, revenons à ce qu'est la blockchain. La blockchain, c'est un outil informatique que vous pouvez vous imaginer un peu comme une feuille Excel. C'est un registre dans lequel vous allez noter des informations qui sont sensibles. Des informations sensibles, qu'est-ce que c'est dans le contexte de la blockchain? Ce sont des informations dont on veut garantir l'intégrité. L'intégrité, qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'elles ne soient pas changées, qu'on ne puisse pas les modifier dans le temps. Donc, dès que vous avez une information et vous voulez garantir que cette information ne va pas être modifiée dans le temps, qu'on ne va pas venir la changer,
eh bien, cette information, vous pouvez l'enregistrer dans ce registre, dans cette feuille Excel qu'on appelle la blockchain. Cette feuille Excel, vous n'êtes pas la seule entité à la posséder. Parce que si vous êtes la seule entité à la posséder, vous pouvez tout simplement revenir sur cette feuille Excel et modifier les informations à votre guise. Personne ne pourra vous en empêcher. Donc, en d'autres termes, vous ne garantissez pas l'intégrité de l'information si vous êtes tout seul à avoir ce registre Excel. Donc, ce que propose la blockchain, c'est au lieu d'avoir un seul registre auprès d'une seule entité, ce même registre va être copié et envoyé à plein d'entités différentes. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que si on décentralise l'information, si on la distribue auprès de plusieurs acteurs, il devient impossible pour un seul d'entre eux de modifier à sa guise l'information sans que tous les autres ne soient mis au courant. Si tous ces acteurs partagent les mêmes intérêts, on va dire si ce sont tous des acteurs d'une même entreprise, bon, on atteint un petit peu des limites parce qu'on pourrait tous se mettre d'accord pour modifier les informations qui sont dans cet Excel, dans ce registre, et donc on nuirait à l'intégrité de l'information. Mais si les acteurs qui détiennent ces copies du registre sont tous des acteurs différents, qui ont des intérêts divergents, eh bien dans ce cas-là, on sait qu'on crée une sorte de cercle vertueux dans lequel aucun acteur individuel ne peut nuire à l'information, ne peut la modifier sans que les autres ne s'en aperçoivent et sans qu'il ne soit, on va dire, réprimandé pour son action. Donc finalement, en distribuant l'information, on s'assure que chacun joue un peu le rôle de gendarme de l'autre et qu'on va se mettre d'accord sur une version de l'information qui est vraie et dont on peut garantir l'intégrité dans le temps. Donc voilà ce qu'est la blockchain, c'est tout simplement un registre qui est stocké auprès de plusieurs acteurs en même temps, de sorte que chacun puisse avoir un regard sur ce que fait l'autre et donc garantir qu'une fois que l'information est enregistrée, aucun de ces acteurs ne peut la modifier à sa guise. On va donc garantir l'intégrité des informations sensibles. Alors, plusieurs choses sur cette blockchain. Quand on dit qu'on partage l'information, ça ne veut pas forcément dire que ce que l'on va mettre dans ce registre, ce sont des informations sensibles en clair, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lire et que tout le monde va avoir accès à des informations sensibles. Ces informations peuvent être chiffrées. Ces informations peuvent aussi être stockées dans des bases de données classiques avec juste un lien qui est stocké sur la blockchain et non pas l'information en elle-même. Bref, il y a plein de façons différentes de protéger la confidentialité des données sans devoir les stocker en intégralité sur la blockchain, mais tout en garantissant leur intégrité. Ça, c'est des considérations qui sont un petit peu plus techniques. Ce qu'il faut retenir de la définition de la blockchain, c'est que c'est un registre qui est distribué entre plusieurs acteurs qui doivent partager de l'information sensible pour en garantir l'intégrité et qu'on peut en même temps garantir aussi la confidentialité des données puisqu'elles peuvent être par exemple chiffrées pour ne pas qu'on puisse les lire facilement. Voilà un petit peu ce qu'est la blockchain et pourquoi on l'utilise aujourd'hui. Alors, rien de mieux pour comprendre la blockchain que de regarder quels sont les autres scénarios d'utilisation. On peut utiliser la blockchain dans plusieurs contextes différents. La question que l'on doit se poser, c'est toujours la même, c'est est-ce que j'ai des informations sensibles que je souhaite partager entre plusieurs acteurs pour en garantir l'intégrité? De quel type d'informations sensibles est-ce qu'on dispose dans la santé et qu'on aimerait partager entre plusieurs acteurs? On a des choses comme des ordonnances qui doivent être partagées entre patients, pharmaciens, professionnels de santé, médecins, infirmiers et autres, et qu'on aimerait garantir évidemment l'intégrité de ces données pour qu'on ne puisse pas falsifier ces ordonnances, qu'on ne puisse pas aller renouveler ces ordonnances plus de fois qu'il ne devrait être possible, et qu'on puisse de manière générale garder une trace de ces ordonnances et améliorer leur traçabilité. Les ordonnances sont donc des informations sensibles qu'on a besoin de partager et dont on a besoin de garantir l'intégrité. Ça répond aux conditions pour utiliser la blockchain. La blockchain pourrait donc être peut-être une solution idéale. Avec la blockchain, c'est jamais oui ou non, c'est vraiment ça pourrait être une solution. Et puis après, il y a plein d'autres considérations à avoir en tête pour se dire de manière définitive si oui ou non la blockchain est un bon outil. D'autres types d'informations qui sont sensibles et dont on aimerait pouvoir garantir l'intégrité,
ce sont les informations de traçabilité de produits. On a beaucoup de discussions sur la lutte contre la contrefaçon de médicaments, l'amélioration aussi de la traçabilité des médicaments, notamment dans le contexte de la sérialisation dans l'Union européenne. Et donc, on peut se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas améliorer la traçabilité, que ce soit des dispositifs médicaux, des médicaments, grâce à une technologie comme la blockchain? Encore une fois, ce sont des informations sensibles, on a besoin de les partager entre différents acteurs et on aimerait pouvoir en garantir l'intégrité. Un autre élément tout aussi important, ce sont les consentements. Alors, ça peut être différents types de consentement. Il y a des sociétés qui se spécialisent dans la gestion de consentement sur la blockchain. Vous avez peut-être entendu parler de sociétés comme Dr Data, qui est spécialisée dans la traçabilité de ces consentements sur la blockchain. Ça peut être des consentements, par exemple, sur l'utilisation secondaire des données de santé, c'est-à-dire une utilisation qui est faite en dehors du contexte principal pour lequel ces données ont été collectées. Donc, on peut prendre un exemple, on peut dire un patient qui va voir son médecin, le médecin va collecter des données dans le cadre de sa prise en charge et ensuite le médecin aimerait réutiliser ces données à des fins de recherche. Eh bien, ça, c'est une utilisation secondaire des données de santé pour lesquelles les patients, tout dépendamment du cas, doivent donner leur consentement. Eh bien, ce consentement, c'est une information sensible, on est d'accord. On aimerait qu'il soit partagé entre plusieurs parties prenantes et on aimerait en assurer l'intégrité. Donc, encore une fois, potentiellement, c'est un cas d'usage qui pourrait faire appel à la blockchain. De la même manière, vous avez plein d'autres choses comme les paiements. Et là, je reviens à l'introduction qui vient d'être faite sur les crypto-monnaies et l'utilisation de la blockchain dans le secteur financier. Effectivement, la blockchain, c'est une technologie qui a été utilisée pour la première fois dans le monde de la finance. Ça a été utilisé, la blockchain telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est une version, on va dire, beaucoup plus aboutie. Mais les toutes premières versions que l'on a connues, ce sont des blockchains qui servaient uniquement à faire des transactions avec des crypto-monnaies. Vous avez certainement entendu parler du Bitcoin. Eh bien, c'était une couche technologique qui permettait de faire des transactions entre différentes parties sans passer par un intermédiaire. Eh bien, cette technologie, aujourd'hui, on l'a utilisée dans plein d'industries différentes, dans la santé, avec les exemples que je vous fournis ici, mais elle sert toujours, et c'est toujours possible, de réaliser des paiements, des transactions financières grâce à cette technologie. Vous pouvez en réaliser dans plein de domaines différents, vous pouvez aussi en réaliser dans la santé. Un autre exemple, c'est celui de l'accès aux données de santé. Aujourd'hui, quand vous êtes un patient, vous donnez votre consentement pour que l'on accède à vos données de santé. Finalement, vous faites confiance à des tiers pour vous s'assurer que les consentements que vous avez donnés sont respectés. On pourrait aussi penser que les droits d'accès aux données de santé soient tout simplement enregistrés dans la blockchain et que la blockchain serve un petit peu comme une piste d'audit infalsifiable qui détient tous les droits d'accès que vous avez donnés à vos données et donc ça vous permet d'avoir plus de contrôle. Là, je vais peut-être un petit peu loin dans ce à quoi sert la blockchain. C'est vraiment pour vous donner un panorama qui est très large. Mais je vais revenir sur des exemples beaucoup plus concrets et beaucoup plus en détail pour que vous compreniez bien à quoi peut servir cette technologie. Je vous ai parlé de la détection de médicaments contrefaits. Il y a une start-up qui s'appelle Meditect qui travaille sur ce sujet-là. Où leur idée, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut assurer, alors il me semble que c'était en Côte d'Ivoire, mais je me trompe peut-être sur le pays, comment est-ce qu'on peut assurer que les médicaments qui sont vendus aux patients ne sont pas des médicaments contrefaits. Et donc, ils ont utilisé la blockchain pour tracer ces médicaments et pour s'assurer que les médicaments qui sortaient grosso modo de l'usine étaient bien les mêmes que ceux qu'on allait distribuer aux patients. Ils allaient confronter ces données et comme ça, ils pouvaient s'assurer que ce n'étaient pas des médicaments contrefaits. Vous pouvez aller regarder sur Internet, sur leur site, comment ils fonctionnent. C'est un exemple assez intéressant. Vous avez aussi un autre exemple qui n'est pas en France cette fois-ci, qui est en Angleterre, avec la NHS qui a travaillé il y a quelques mois sur la traçabilité des vaccins Covid.
vous vous en rappelez très certainement, il y avait un grand enjeu au niveau de la chaîne du froid de ces vaccins, puisqu'il me semble que les Pfizer devaient être gardés à moins 70, ou c'était quelque chose d'assez impressionnant. Et donc, la NHS, à ce moment-là, s'est dit on a un vrai enjeu sur la traçabilité des données de la chaîne du froid. On ne peut pas se permettre qu'il y ait d'écart, qu'on n'en soit pas informé, qu'on ne le sache pas, et que potentiellement on injecte des vaccins qui ne sont plus, sur lesquels il y a eu une rupture de la chaîne du froid et que normalement on ne devrait donc plus pouvoir injecter. Donc, la NHS a travaillé avec une start-up qui s'appelle Everywhere, qui fait des capteurs de température. Et les informations qui étaient recueillies par ces capteurs de température étaient automatiquement envoyées sur une blockchain. C'était des informations sensibles, des informations qu'il fallait se partager entre plusieurs acteurs, et surtout, c'était des informations dont on voulait garantir l'intégrité. On ne voulait pas qu'un des acteurs puisse indépendamment falsifier ces données parce que, imaginons, il y a une rupture de la chaîne du froid, l'un des acteurs potentiellement peut être mis en cause, donc il va dissimuler cela, il va modifier les données, il va faire croire qu'il n'y a jamais eu de problème. C'est peut-être absurde, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un risque qui existait. Et donc ils se sont dit, on va pouvoir utiliser la blockchain pour tracer la chaîne du froid de ces vaccins et nous assurer qu'on respecte bien l'intégrité de l'information et que s'il y a un problème, on est tous informés de ce problème, on peut tous agir et il n'y a pas de manipulation, de falsification des données. Donc ça, c'est un autre exemple très, très récent. Encore un autre exemple qui se rapproche peut-être un petit peu plus de votre contexte, c'est celui d'un projet européen qui s'appelle My Health, My Data. My Health, My Data, c'est un projet européen qui a été mené il y a quelques années. C'était un projet de recherche et innovation financé en partie par la Commission européenne. Et c'est un projet qui avait pour objectif finalement de mettre en place deux choses. La première chose, c'était une sorte de catalogue des données hospitalières pour permettre à plusieurs hôpitaux de savoir de quel type de données disposent les autres hôpitaux et donc de pouvoir se les échanger. Et deuxième chose, c'était un consentement dynamique sur l'utilisation de ces données qui permettait aux patients d'avoir de la flexibilité, de donner son consentement lorsqu'il était d'accord, de retirer son consentement à tout moment. C'est pour ça qu'on appelle ça un consentement dynamique. Et donc, ils voulaient mettre en place ces deux choses, le catalogue d'un côté et le consentement dynamique de l'autre. Voilà un petit peu comment fonctionnait My Health, My Data. On va prendre l'exemple de deux hôpitaux qui voulaient s'échanger des données. Donc, dans le cadre de la mise en place de ce fameux catalogue dont je vous parlais. L'hôpital 1, il va, dans un premier temps, déterminer les données qui peuvent être partagées, mais aussi des règles d'accès à ces données. Parce qu'évidemment, si on partage les données avec un tiers, même si c'est un autre hôpital, il y a certaines règles à mettre en place et à s'assurer que ces règles sont respectées. Donc, une fois qu'on a déterminé en tant qu'hôpital 1 les données qui peuvent être partagées, les règles d'accès à ces données, les métadonnées non sensibles associées sont enregistrées dans la blockchain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en aucun cas, on ne stocke les données en question dans la blockchain. Ce que l'on stocke dans la blockchain, c'est un petit peu comme... c'est finalement ce qu'on appelle des métadonnées, donc c'est-à-dire des données qui nous expliquent un petit peu en quoi consistent les données qu'on souhaiterait partager. Pour faire une analogie, c'est comme si quand vous allez dans une bibliothèque, vous avez à l'accueil un registre qui vous dit où se trouvent les livres et où est-ce que vous devez aller pour les lire. Dans ce registre, vous n'avez pas le livre en lui-même, mais on vous dit où est-ce qu'il faut aller pour lire le livre. Bien, la blockchain, c'est pareil, c'est un registre où on vous dit où se trouvent les données et qu'est-ce qu'il y a dans ces données, mais on ne trouve pas les données en elles-mêmes. Donc ici, c'est exactement ce qui a été fait, c'est que ce sont des métadonnées qui sont enregistrées dans la blockchain et qui permettent de savoir où se trouvent les données sources, qu'est-ce qu'il y a dedans, mais ce ne sont pas les données en elles-mêmes. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, là, on passe du côté de l'hôpital numéro 2. On va dire que l'hôpital numéro 2 a identifié des données auxquelles il souhaite accéder. Donc, comment l'hôpital 2 a fait? L'hôpital 2 est allé regarder dans la blockchain. La blockchain, vous l'avez compris, c'est le catalogue dont je vous parlais.
Et dans la blockchain, il a vu que Hôpital 1 dispose de telle grande catégorie de données et que vous pouvez les contacter pour avoir accès à ces données, grosso modo. Donc, que fait l'Hôpital 2? L'Hôpital 2 se dit, bon, bah, maintenant que j'ai vu dans la blockchain, dans ce catalogue, le type d'informations que l'Hôpital 1 dispose, eh bien, je vais aller contacter l'Hôpital 1 pour aller récupérer les données qui m'intéressent. Donc ça, c'est l'étape d'après, c'est la formulation d'une demande à l'Hôpital 1. L'Hôpital 1 reçoit cette demande, il vérifie la nature des données qui sont demandées et il vérifie aussi si les règles d'accès sont respectées. Est-ce que l'Hôpital 2 a réellement le droit d'accéder aux données auxquelles il demande à accéder? Si c'est le cas, une connexion est créée avec l'Hôpital 2 pour permettre l'échange, le partage de ces données et les données sont envoyées. Évidemment, je vous ai mis un petit disclaimer ici. Une fois que, pendant tout ce processus, on s'assure évidemment que certaines règles sont respectées, notamment l'anonymisation des données, les demandes de consentement, etc., etc. Demandes de consentement qui peuvent être faites d'ailleurs grâce à ces fameux consentements dynamiques dont je vous parlais, qui pouvaient être également stockés dans la blockchain. Donc ici, c'est l'exemple typique de comment la blockchain peut être utilisée pour stocker des données. Alors ici, on ne stocke pas les données sources, je le redis, on stocke juste des métadonnées qui, en l'occurrence, ne sont pas sensibles, parce qu'on souhaite partager ces données entre plusieurs acteurs, ici l'hôpital 1, l'hôpital 2, et on veut tracer, s'assurer de l'intégrité de ces données. On veut pouvoir tracer le fait que l'hôpital 1 dispose de ces données-là, et ensuite, ainsi de suite pour tous les hôpitaux, pour créer ce fameux catalogue de données. Donc voilà comment fonctionne My Health, My Data. Un autre exemple qui peut être intéressant, c'est celui de Labelia Labs. C'est le nouveau nom d'une organisation qui s'appelait avant Substrat. Et cette organisation, elle avait pour objectif de créer un environnement collaboratif et transparent autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Le problème, cependant, qu'ils ont soulevé, c'est que parfois, l'intelligence artificielle, c'est un peu une boîte noire. On ne sait pas forcément comment fonctionnent les algorithmes. On sait ce qu'il y a en input, on sait ce qu'il y a en output, donc ce qu'on met dans l'algorithme et ce qui en ressort, mais on ne sait pas comment l'algorithme fonctionne. Et parfois, ça peut être une véritable boîte noire. Et donc, pour apporter plus de transparence de manière générale, ils ont essayé d'utiliser la blockchain pour voir ce que ça pouvait donner. Donc, encore une fois, voilà comment ça pouvait marcher chez eux. Toujours la même configuration, hôpital 1, hôpital 2 et blockchain. Ici, ce que l'on a, c'est l'hôpital 1 qui enregistre des données sur une plateforme. Les métadonnées associées à ces données, pareil que dans le cas d'usage précédent, sont enregistrées dans la blockchain. Donc l'hôpital 1, lui, dispose de données. L'hôpital 2, lui, dispose d'un algorithme, mais il n'a pas de données. Il enregistre son algorithme sur une plateforme. Les métadonnées sont enregistrées dans la blockchain. Donc, à ce stade-là, on sait que l'hôpital 1 a des données et on sait que l'hôpital 2 a des algorithmes. Et ces deux informations sont stockées sur la blockchain. L'hôpital 2, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander que son algorithme puisse effectuer des calculs sur les données de l'hôpital 1. L'hôpital 1 reçoit cette demande, il vérifie si l'hôpital 2 respecte les paramètres d'accès aux données. Et ce qui se passe à ce moment-là, si les paramètres sont respectés, ce sont deux choses. La première chose, c'est que le calcul, l'action, le fait que l'algorithme ait fait un calcul est enregistré dans la blockchain, donc traçabilité. Et deuxième chose, c'est que l'hôpital 1 télécharge l'algorithme de l'hôpital 2 et réalise les calculs sur ces données. Donc les données ne quittent jamais finalement l'hôpital 1, ce sont les algorithmes qui voyagent. Dernière étape, les métadonnées qui résument, donc c'est-à-dire le résumé du calcul, est enregistré dans la blockchain. Donc que permet de faire ici la blockchain? C'est d'avoir une traçabilité des différentes étapes qui ont mené à un résultat qui va sortir de cet algorithme. Donc, on a une traçabilité avec des données qui sont partagées entre plusieurs acteurs dont on veut garantir l'intégrité. Finalement, à la suite de ces deux cas d'usage, plusieurs leçons ont été apprises. Des choses qui ont fonctionné, des choses qui ont un petit peu moins fonctionné. Les exemples que je vous ai donnés, ce ne sont pas aujourd'hui des exemples qui sont appliqués à large échelle.
pour les raisons que je vais vous citer dans quelques instants. Ce sont des choses qui ont été testées. Pour My Health, My Data, le programme est terminé et ça n'a pas eu vocation à être implémenté à large échelle. C'était un programme de recherche et innovation. Pour l'Abelia Labs, je ne sais pas encore où est-ce que ça en est, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel ils ont travaillé il y a quelques années. En termes de leçons apprises, deux grandes catégories, évidemment, des opportunités et des challenges qui restent à soulever. En termes d'opportunités, aujourd'hui, c'est clair que la blockchain, ça reste une technologie qui est émergente. La première fois qu'on en a entendu parler dans la santé, c'était en 2015, donc c'est vraiment encore très récent. Il faut donc donner du temps au temps. La deuxième chose, c'est qu'il y a une marge de progression. Encore aujourd'hui, j'interviens pour expliquer ce qu'est la blockchain. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est complètement acquis et évident pour tout le monde, loin de là. Donc, il y a encore une grande marge de progression sur ces sujets-là pour nous assurer que de plus en plus de personnes comprennent non pas comment fonctionne la technologie, mais ce à quoi elle sert et comment elle peut être utilisée. Un autre élément, une autre opportunité, c'est la mobilisation d'un écosystème. Je vous ai donné l'exemple de deux projets qui sont faits à relativement grande échelle, puisque c'est avec plusieurs partenaires européens. Donc, ça veut dire que c'est un sujet qui sort des entreprises ou de cercles de personnes qui sont intéressées par le sujet et qui prend de l'ampleur. Et dernier élément, c'est qu'on est dans un changement de paradigme aujourd'hui où la blockchain est une technologie qui apporte plus d'intégrité sur l'information, de transparence aussi. Et donc, ça vient un petit peu s'insérer dans ce mouvement vers plus de transparence dans le secteur de la santé, le rôle d'un patient plus acteur, etc. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier qu'il y a encore beaucoup de challenges dans l'utilisation de la blockchain. Aujourd'hui, la valeur ajoutée de la blockchain, elle est très peu claire. Et je ne serais pas surprise que même à l'issue de cette conférence que vous écoutez aujourd'hui, vous n'ayez toujours pas compris ce à quoi sert la blockchain et comment elle est utilisée. C'est tout à fait normal. Il faut répéter les informations plusieurs fois pour que l'on comprenne. Il faut prendre plein d'exemples différents. Au bout d'un moment, ça fera son chemin et ce sera peut-être un petit peu plus clair. Mais c'est vrai que la première fois qu'on est confronté à la définition et qu'on est confronté à des exemples, c'est parfois difficile à digérer et j'ai été la première à mettre énormément de temps à comprendre ce qu'est la blockchain. Donc, il n'y a pas de souci à se faire, c'est juste que ça prend du temps. La deuxième chose, c'est que la collaboration entre acteurs est difficile. Comme je vous l'ai dit au début, pour mettre en place la blockchain, il faut qu'il y ait plusieurs parties prenantes qui disposent de ce fameux registre. Qui dit ça, dit qu'il faut que plusieurs parties prenantes se mettent autour de la table et discutent pour mettre en place un projet commun, ce qui est extrêmement difficile à faire, notamment dans la santé, où chacun a plutôt l'habitude de travailler dans son coin. Et donc, si on se met tous autour de la table et qu'on discute d'un projet d'innovation commun, il y a plein de choses qui rentrent en compte, des règles de gouvernance, des règles de propriété intellectuelle, des règles de modèle économique. Et donc, tout ça, ça prend du temps à se mettre en place également. Un autre challenge qui est issu des exemples que je viens de vous donner, c'est que la culture de l'innovation, notamment dans les établissements de santé, puisque les deux projets que je vous ai décrits étaient développés dans des établissements de santé, a du mal à se mettre en place. Et puis surtout, le retour que l'on a souvent, c'est que la protection et la sécurité des données, c'est l'enjeu et l'objectif numéro 1, et que toute technologie qui potentiellement pourrait apporter un risque à la protection de ces données, c'est très difficile de la faire accepter. Et certainement à juste titre, puisqu'il faut tout mettre en place pour protéger les données, mais parfois, ça peut nuire à l'innovation, à l'expérimentation sur des technologies qui pourraient apporter un certain degré de risque sur la protection de ces données. Et enfin, un des derniers challenges, c'est qu'aujourd'hui, on a du mal à passer outre la technologie pour répondre à des besoins. On a encore souvent cette approche où on se dit, il faut utiliser la blockchain, mais pour répondre à quel besoin, on ne sait pas trop. Et donc ça, c'est encore un sujet sur lequel il faut travailler. Et donc, est-ce que le soufflet est retombé dans la santé? Est-ce que c'est vraiment la désillusion complète? Ce qu'on peut en dire, c'est qu'entre 2015 et 2018, il y a eu toute cette phase dont vous avez certainement entendu parler de hype, où tout le monde voulait faire de la blockchain à toutes les sauces, sans vraiment savoir ce que c'est, sans vraiment savoir pourquoi, mais il fallait faire de la blockchain. Il y a eu plein de projets, ça a été la découverte de la technologie, ça a été adopté, mais dans un cercle très restreint d'initiés.
C'est une période qui est très utile puisque ça permet de susciter de l'intérêt, mais c'est une période qui n'est pas très productive puisqu'il y a tout et n'importe quoi et surtout n'importe quoi qui en ressort. Ensuite, on a eu une phase de désillusion, justement, puisqu'on s'est dit, en fait, la blockchain, c'est bien sympa, mais finalement, on a essayé plein de trucs, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne, donc en fait, on laisse tomber. Ça a été 2018-2020. Les projets ont du mal à passer la phase de test, on ne comprenait pas à quoi servait la blockchain, on n'arrivait pas à mettre en place de la gouvernance. En d'autres termes, on n'arrivait pas à travailler ensemble. Et donc, on s'est dit, finalement, ce truc-là, on laisse tomber. Et puis aujourd'hui, on est plutôt dans une phase de stabilisation. On va dire que la crise sanitaire a eu ça de positif, qu'elle a redonné un coup de boost à la blockchain, puisqu'on était dans une période où on avait besoin de confiance, on avait besoin d'intégrité de l'information, on avait besoin de transparence sur l'information. Et donc, la blockchain est un petit peu revenue dans les projets. On a fait des investissements très significatifs, notamment à l'échelle européenne. On a créé des consortiums pour enfin réussir à travailler ensemble. Et les premiers projets échelle industrielle vont bientôt voir le jour, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ou peut-être dans 3 ans, mais en tout cas, ce sont des choses qui sont aujourd'hui en route et qui vont bientôt arriver. Et puis surtout, qu'aujourd'hui, on reparle de la blockchain pour une raison bien particulière, c'est que la blockchain fait partie de ce grand domaine des technologies du Web3. Comme vous avez peut-être entendu parler du métavers, des NFT, des cryptos. Toutes ces technologies font partie du Web3, le Web3 étant ce qu'on peut un petit peu appeler comme la future évolution du web. Ça peut faire l'objet d'une conférence à part entière, mais en tout cas, aujourd'hui, on se projette bien au-delà de la blockchain. On imagine que la blockchain, ça va être juste une pièce du puzzle de ce nouveau web que l'on va construire ensemble, un web dans lequel peut-être que les établissements de santé seront virtuels dans le métaverse, peut-être que les patients pourront vendre et acheter des données de santé grâce à des NFT, peut-être qu'on aura un système de confiance et beaucoup plus transparent grâce à la blockchain. Bref, plein de choses qui vont travailler ensemble pour créer le système de santé de demain, avec notamment un élément qui semble intéressant et à souligner, c'est un changement de paradigme au niveau des données de santé. Là encore, ça peut faire l'objet de toute une conférence, mais je me permets de glisser ces petits éléments pour susciter votre curiosité. C'est le fait de se dire que pourquoi pas, à l'avenir, grâce à ces technologies du Web3, le patient aura aussi beaucoup plus de contrôle sur ses données de santé. Pourquoi pas avoir des données de santé dans un portefeuille numérique qu'il va pouvoir vendre, partager à sa guise et sur lequel il aura un contrôle absolument beaucoup plus développé que ce qu'il n'a aujourd'hui. Donc, est-ce que la blockchain, c'est une grande déception ou est-ce que c'est une technologie d'avenir? Finalement, c'est à vous de me le dire à la suite de cette conférence. J'espère que la blockchain est beaucoup plus claire aujourd'hui pour vous. J'espère aussi avoir suscité votre intérêt sur la suite de cette technologie, où finalement, ce n'est plus de la technologie dont on parlera, mais de tout un nouvel univers du Web3 qui sera, je l'espère, beaucoup plus centré sur les besoins des patients que uniquement sur des discours technologiques. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et pour finir, je voulais juste glisser un dernier mot. Si vous êtes intéressé par ces technologies du Web3, vous pouvez regarder une start-up qui s'appelle Amedis, vous avez le nom ici, et qui a posté récemment un papier qui explique comment on prend en charge un patient dans le métaverse grâce à toutes ces technologies. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour cette super conférence et les perspectives vertigineuses sur lesquelles vous ouvrez. Bon, j'avoue, je ne connais pas assez bien tout ça, mais spontanément, j'ai l'impression que les malades resteront incarnés et dans des hôpitaux, mais probablement, on vous fera réintervenir sur la question des NFT et du métaverse. Alors, OK. Donc, il y a un fil de questions possibles. On a eu quelques messages pour dire que ça ne marchait pas, donc je ne sais pas. N'hésitez pas en tout cas les uns les autres à essayer de poser vos questions sur le chat. J'espère que ça marchera. Je vais commencer, moi, par vous poser une question. En pratique, si j'ai envie de faire une blockchain, j'ai besoin de passer plusieurs heures de formation pour créer cet outil, ou bien il y a des applications ou des choses qui font que n'importe qui peut créer une blockchain? Alors,
la plupart du temps, ce que l'on fait, c'est qu'on fait appel à des développeurs spécialisés. Il y a des sociétés qui existent auxquelles vous présentez vos besoins, vous expliquez pourquoi vous souhaitez mettre en place une blockchain. Et ces sociétés sont capables de vous accompagner sur les meilleurs choix techniques. Il y a plusieurs étapes quand on veut mettre en place. Il y a tout d'abord une étape où il faut évaluer la faisabilité de la chose parce que vouloir faire de la blockchain, c'est pas forcément pertinent. Et c'est une technologie qui est tellement complexe à comprendre que parfois on peut avoir l'impression qu'on en a besoin, mais en fait on n'en a pas du tout besoin. Donc il y a déjà cette première phase de faire appel à une expertise pour décider si oui ou non la blockchain est intéressante, et nous c'est ça que l'on fait. Et puis ensuite, il y aura la partie de mise en pratique de développement où ça, une fois qu'on s'est dit que les feux sont verts, eh bien on fait appel à des développeurs spécialisés qui peuvent mettre ça en place. Ok, donc c'est une technologie qui est quand même pas accessible à tous dans son garage, quoi. Il faut quand même avoir passé par des intermédiaires professionnels spécialisés sur le sujet, quoi. Oui, alors certainement qu'à l'avenir, on pourra monter un consortium avec une blockchain aussi simplement qu'on fait un site sur WordPress. Mais avant qu'il y ait WordPress, on devait passer par les développeurs pour créer des sites web. Bon, aujourd'hui, c'est un petit peu pareil avec la blockchain. On a encore besoin de cette expertise technique. Il n'y a pas encore d'interface pour le faire soi-même. D'accord, ok. Il y a Christophe Rioux qui pose une question. Alors, dans les collaborations, on utilisera une société qui va accompagner, ok. Technologiquement parlant, on en intègre une, mais comment on la finance? Blockchain de la santé. La question, c'est comment on financera la société qui créera la blockchain qui sera utile au projet de recherche qu'on veut mener? Est-ce que je prends la parole? Ah oui, volontiers, merci. Ok, bon, bonjour, très bien pour cette conf. Effectivement, bon, construire une blockchain, on voit bien qu'il faudra effectivement plusieurs acteurs, dont un partenaire industriel qui se fera le médiateur vers une des blockchains plus ou moins connues. Alors, on a cité le Bitcoin, mais il peut y en avoir plein d'autres qui puissent être soit des blockchains de, on va dire, médiation financière ou soit des blockchains de conservation d'intégrité. La question que je me pose, c'est que si un hôpital se met à participer ou à envoyer des données sur une blockchain, je le conçois tout à fait, mais comment se fait la participation financière à l'entretien de cette blockchain? Et n'allons-nous pas ensuite aller vers l'idée d'une blockchain de traçabilité ou d'une blockchain en santé qui récolterait des traçabilités d'enregistrement de molécules, d'enregistrement de registres de santé, d'enregistrements divers et multiples pour en garantir effectivement la non-répudiation. Oui, tout à fait. Merci pour votre question. En termes d'enjeux financiers, la plupart du temps, quand on construit des blockchains, par exemple entre hôpitaux, ce sont des blockchains qui ne demandent pas on va dire un peu de commission sur les transactions ou de choses comme ça qu'on peut avoir dans d'autres blockchains comme Bitcoin, comme Ethereum, etc. Donc en fait, il n'y a pas de coût lorsque l'on enregistre des données sur la blockchain. Ça se fait gratuitement quand on est dans des réseaux privés comme ça. Après, évidemment, comme n'importe quel système informatique, il y a des coûts d'entretien, mais ça, j'ai envie de dire, vous faites pareil que vous faites aujourd'hui avec votre système d'information. S'il y a des coûts qui sont inhérents à ce système d'information, eh ben, vous les supporterez de la même manière que pour la blockchain. Il n'y a pas de sujet spécifique. Mais la blockchain en elle-même, le fait d'enregistrer des données dessus n'apporte pas de coûts supplémentaires. Et ensuite, pour ce qui est de la traçabilité, effectivement, on peut imaginer plein de choses. À partir du moment où on a des données qui sont sensibles, dont on veut garantir la traçabilité et l'intégrité, on peut se poser la question d'utilisation de la blockchain. Ça peut être pour des certifications, ça peut être pour tout type d'informations qu'on aimerait tracer. Et dans la santé, il y a pléthore d'informations, notamment d'un point de vue réglementaire, qui pourraient être tracées via cette technologie. Merci. J'ai une autre question. On parle souvent de l'empreinte carbone du Bitcoin et tout ça. Est-ce qu'il existe des systèmes plus vertueux en termes de climat avec des blockchains qui sont moins consommatrices de ressources informatiques et donc moins polluantes?
Oui, tout à fait. L'enjeu de l'écologie, c'est un vrai sujet pour les blockchains qu'on appelle publiques, c'est-à-dire que n'importe qui peut participer à cette blockchain et le fonctionnement de ces blockchains publiques fait qu'il y a une consommation énergétique importante. Quand on est dans des blockchains privées, c'est-à-dire dans des blockchains pour lesquelles on surveille les participants qui font partie de cette blockchain, en fait, on n'a pas ces enjeux écologiques, puisqu'on crée nous-mêmes le réseau avec les participants que l'on souhaite. Et la façon dont fonctionnent ces technologies, c'est que quand on est dans des réseaux privés comme ça, où on définit des participants, on n'a pas besoin d'avoir de mécanismes de fonctionnement qui consomment de l'énergie. J'essaye de faire simple sur quelque chose de complexe, mais grosso modo, mon propos, c'est de dire que quand on est sur des blockchains publiques, oui, il y a parfois des questions de consommation d'énergie, même si on essaye d'aller vers des protocoles qui sont moins énergivores. Quand on est dans des environnements privés, ce qui est le cas dans 99% des projets en santé, on n'a pas cet enjeu de consommation d'énergie. Ok. Et une application qu'on pourrait imaginer assez simplement serait la conduite d'essais cliniques pharmacologiques multicentriques pour avoir des données, des ICRF garanties, etc. Ça existe déjà de l'utilisation de blockchain dans des essais cliniques multicentriques? Alors, il y a pas mal de tests qui sont faits en ce moment. Il y a un projet qui est intéressant qui s'appelle PharmaLedger à échelle européenne qui justement est en train de créer l'infrastructure pour pouvoir mettre en place la blockchain dans plein de cas d'usage liés à la pharma, dont évidemment les essais cliniques, sur la traçabilité des consentements, sur la traçabilité des données qui sont générées pendant ces études cliniques, notamment les ICRF, sur la traçabilité également des médicaments qui sont administrés aux patients pendant ces études cliniques et sur la traçabilité de données aussi qui pourraient être issues, par exemple, d'objets connectés si on fait des études cliniques décentralisées. Donc oui, c'est des projets qui sont en cours de mise en place. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le site de PharmaLedger, je crois que c'est pharmaledger.com, parce qu'ils expliquent de manière super simple tous ces cas d'usage avec des beaux schémas qui fait qu'on comprend assez aisément comment la blockchain peut fonctionner dans ce contexte. Ok. Et je continue, hein, j'en profite. Au début de votre présentation, vous avez montré comment donc c'était aux États-Unis, je pense, les données sur le Covid avaient été présentées, certifiées par une blockchain en fait, oui. Pour que le public auquel étaient présentées ces données ait confiance en fait dans la fiabilité dans la véracité des données présentées. Est-ce que moi, par exemple, si j'ai envie de vérifier on me dit qu'il y a une blockchain qui certifie la véracité des données, mais comment je fais pour aller vérifier que c'est vrai, que je veux bien vous croire que la blockchain est un truc magique qui permet de garantir les datas, mais voilà, quelqu'un qui n'est pas informaticien, comment il fait pour aller voir les données elles-mêmes dans cette blockchain? Est-ce qu'il y a... Alors, je ne sais pas si c'est un objet qui n'est pas très concret, vous voyez ce que je veux dire? Alors, je ne sais pas comment ils ont fait aux États-Unis, mais dans l'absolu, vous pourriez avoir un peu comme un moteur de recherche dans lequel vous pourriez avoir accès à toutes les données qui sont enregistrées sur la blockchain. Si c'est une blockchain qui est publique, qui est transparente envers tous, vous pourriez tout simplement aller regarder toutes les transactions qui ont été enregistrées et vous rendre compte par vous-même que cette donnée a été générée dans tel hôpital, ensuite elle est allée dans tel autre endroit et finalement elle a été publiée par telle entité. Vous avez la traçabilité complète. Je ne sais pas si c'est ce qu'ils ont fait aux États-Unis, je ne sais pas si c'était consultable, mais dans l'absolu, vous pourriez faire ça, vous pourriez avoir un registre totalement public et transparent dans lequel les gens peuvent juste aller chercher l'information. Ok, d'accord. Et donc refaire des statistiques s'ils ont envie, etc. Ça dépend si les informations sont stockées en clair, si on a accès aux données pour pouvoir refaire les stats, ou si c'est juste des informations de traçabilité. Ça, c'est un petit peu des questions de design et de comment le cas d'usage a été fait. Mais si l'intégralité des données sont disponibles, ou alors qu'on a un lien vers là où on peut aller les chercher, on peut carrément aller rechercher les données et refaire les stats. Ok. Ok. Et juste, oui, moi j'avais une dernière question. Vous avez parlé des ordonnances comme sujet potentiel pour la blockchain. Est-ce qu'il y a eu des expérimentations pratiques qui ont été faites?
Alors, il y a eu quelques expérimentations qui ont été faites, mais rien de concluant, on va dire, à l'heure actuelle. Il y a aussi un sujet qui est important, c'est qu'on ne se rend pas forcément compte qu'il y a un problème d'intégrité des données. On n'a pas forcément l'impression que quand on partage ces ordonnances, on va pouvoir les falsifier, même si on en a eu écho peut-être à droite à gauche. Donc, en fait, le risque n'est pas tout à fait compris aujourd'hui, ou même le risque que les informations soient falsifiées dans un hôpital ou soient modifiées ou des choses comme ça. Ce ne sont pas des risques auxquels on est forcément sensible, ce ne sont pas des risques qui nous touchent comme ça au quotidien. Et donc, ce n'est pas forcément des risques sur lesquels on va vouloir agir. Ce qu'on espère parfois dans la santé, c'est qu'il y ait une autorité, un régulateur, finalement, à un moment qui dise, bon, bah, les gars, aujourd'hui, on décide que la tenue d'essais cliniques, on décide que toutes les ordonnances aujourd'hui vont être tracées sur une blockchain pour lutter contre la falsification et la fraude. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on n'a pas cette volonté forte d'un acteur important qui a un peu un pouvoir sur les autres, on va avoir du mal à faire adopter cette technologie, notamment sur des cas d'usage comme ça, un peu réglementaires. Ok. Bon, bah moi, j'ai posé toutes les questions que j'avais à vous poser. Sauf vous demander si vous reviendrez pour nous parler de NFT, de métavers en santé. Je ne sais pas si c'est un sujet sur lequel vous auriez aussi des besoins de temps pour nous présenter un peu tout ça. Ah bah oui, surtout qu'en ce moment, il y a énormément de choses qui sont faites. Là, on se prépare à organiser une conférence pour des médecins dans le métaverse bientôt, dans quelques mois. Donc oui, il y a tout à fait des choses qui sont faites en ce moment. Donc ok, bon, bah on va organiser ça alors. Il me reste à vous remercier très sincèrement au nom de toute la communauté là, pour votre présence aujourd'hui et puis pour toutes ces perspectives très intéressantes que vous nous avez présentées. J'ai vu que vous aviez donné des conférences donc qui sont déjà en ligne, que les gens pourront aller voir s'ils ont envie de creuser un petit peu. Et cette conférence sera sur la chaîne YouTube des HCL. Merci beaucoup. La prochaine séance, ça sera début octobre avec une philosophe. Et puis à très bientôt du coup. Merci encore pour votre présence. Merci à vous, à bientôt.